Donc nous sommes ensemble pour 1 heure et demie d'une conférence qui va être ponctuée d'interventions et d'allers-retours, d'échanges avec vous. Nous sommes les 3 co-autrices, Léa Legras, Cléa Fache et Elisabeth Do, d'un rapport que vous retrouverez dans le centre de fréquences communes, mais également en libre téléchargement sur Internet gratuitement. On le redit, c'est en commun et on y tient. Ce rapport s'intitule « Prendre le pouvoir pour le partager, expérience et apprentissage des communes participatives lors du mandat 2020-2026 ». La perspective de cette soirée, c'est de vous livrer un peu le pourquoi, le comment et le contenu surtout de cet ouvrage qui reprend et analyse en fait la trajectoire des listes et communes participatives qui œuvrent en fait depuis même un peu avant 2020, depuis 2018. Mais peut-être qu'avant de démarrer cette soirée, on avait envie de sonder un petit peu, après s'être présenté de notre côté, d'avoir un peu connaissance de qui est dans la salle. Et on aimerait à bras levés juste recenser déjà qui avait candidaté en 2020 aux élections municipales de 2020. Si vous pouviez lever la main. Ah waouh. Peut-être seconde question, qui a été élu en 2020? Ok. Et peut-être dans cette salle, qu'est-ce qui prévoit de candidater pour les élections municipales de 2026? Youhou. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, commençons. Peut-être vous dire qu'on va faire un effort de raccourcir le format d'échange puisque en fait on a des petites contraintes horaires. Donc je vais aller un peu plus rapidement pour introduire le contexte de ce travail. En 2020, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, sous les radars, une vraie surprise. Entre 600 et 800 listes citoyennes et participatives ont candidaté aux élections municipales. C'était un mouvement inattendu, méconnu, mal regardé, mal renseigné, mal observé, et qui a permis, en mars et juin 2026, d'élire 66 communes participatives. Pour comparatif, en fait, en 2014, on devait avoir, je sais pas, peut-être 20 listes citoyennes et participatives, ça n'existait pas forcément. En tout cas, on recensait 5 à 10 territoires d'expérimentation démocratique en France. En 2020, on est passé à 66 territoires d'expérimentation en France, avec des petits villages comme à Vaour de 300 habitants, avec des grandes villes comme à Poitiers de 90 000 habitants, mais aussi avec la Montagne, la Crèche, Saint-Médard-en-Jalles, Castanet-Tolosan, Le Bourget-du-Lac, Mel et tant d'autres qui sont tant de personnes présentes ce soir et on s'en réjouit pendant ces prochains jours. Ce mouvement, on tient à le dire, il n'est pas isolé en France. Il prend part et il s'inscrit dans un contexte un peu plus vaste qui a démarré en 2008 avec des mouvements sociaux internationaux, avec Los Indignados, Occupy Wall Street, les printemps arabes, Nuit debout, les mouvements des places, les grèves pour le climat et les ZAD et tant d'autres. Et on va vous inviter à peut-être considérer que ce qui se passe en France est aussi quelque chose qui n'est pas que local ou localiste, mais quelque chose qui nous réunit à l'international dans un mouvement plus global où les habitants, indépendamment des étiquettes politiques, les habitants sont soucieux de se rapprocher des décisions qui les concernent. Les habitants qui ont occupé les places souhaitent aussi occuper les institutions municipales les plus proches d'eux, souhaitent agir, souhaitent transformer leur quotidien et souhaitent œuvrer ensemble.
Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est recenser cette trajectoire assez incroyable de ce passage de liste citoyenne et participative à ce mandat municipal entre 2020 et 2026. Ce mandat, et on va l'expliquer, cette analyse, en tout cas, on a voulu la faire à partir d'un travail collectif. Et ça n'est pas le rapport ni de Léa, ni de Cléa, ni d'Elisabeth. C'est un rapport et des analyses de toutes les personnes qui vont partager leur vécu pendant ces 4 journées. Et on vous engage vraiment, et on va leur laisser la parole d'ailleurs ce soir assez largement, à se rapprocher d'elles. Peut-être que je passe la parole à mes collègues pour préciser les intentions et la méthode de ce travail. C'est bon? Oui. Et oui, peut-être pour revenir un peu plus en détail sur les intentions, qu'est-ce qui nous a motivés à écrire ce rapport? L'idée déjà, c'était de mettre en commun et à l'écrit ce que donc les communes participatives ont réussi à mettre en place une fois arrivées au pouvoir, aussi les transformations qu'elles ont réussi à opérer, les réflexions qu'elles alimentent et aussi les obstacles auxquels elles se sont confrontées, qui sont quand même assez importants. Et peut-être rappeler que c'est une démarche de documentation, d'apprentissage, de mise en récit pour servir vraiment de marchepied aux dynamiques existantes et aussi aux futures dynamiques. Et c'est aussi, on a voulu que ça soit une démarche d'outillage. C'est pour ça que tout au long du rapport, vous pouvez découvrir de nombreuses ressources pour justement un petit peu réussir à avoir des outils si on veut monter une liste. Voilà. Aussi, oui, peut-être rappeler que Elisabeth l'a un petit peu dit que donc c'est pas un rapport individuel et aussi c'est surtout pas un rapport qui s'inscrit dans une démarche d'évaluation qui se voudrait normatif et qui donnerait a posteriori un peu les bons points, dirait est-ce que c'est une bonne, une mauvaise commune ou une bonne, une mauvaise liste. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Il ne s'agit pas non plus d'un travail qui se voudrait prescriptif, qui prétendrait vraiment donner clé en main la façon de monter une liste, d'avoir la meilleure commune participative. Nous, l'idée, c'était vraiment de réussir aussi à avoir un regard critique et nuancé dans ce qui a pu nous être rapporté, dans ce qu'on a pu documenter. C'est aussi un travail qui ne prétend pas du tout à l'exhaustivité, mais qui s'inscrit davantage au croisement en réalité de nombreuses expériences et finalement qui peuvent toutes être source d'inspiration. Et enfin, c'est un rendu qui ne prétend pas non plus du tout figer et apporter, on va dire, de conclusions définitives, mais c'est seulement une première brique, finalement, qui lance le début d'un travail et d'un chemin qu'on continue encore d'alimenter aujourd'hui et ici. Et donc, il y a encore de nombreuses autres portes à ouvrir et des thématiques encore à creuser. Et donc finalement, à l'image des listes et des communes participatives, c'est un travail qui se veut réellement exploratoire et aussi expérimental et qui contribue finalement à la dynamique de partage et d'entraide qui est mise en place au sein du réseau Action Commune. Et peut-être avant de passer la parole à Cléa pour que tu parles de la dimension plus méthodologique, dire aussi que pour nous c'était important de s'inscrire dans une démarche de recherche-action, c'est-à-dire vraiment d'être dans une démarche, on va dire, engagée et impliquée et aussi vraiment au service des acteurs et des actrices de terrain. Voilà pour moi. Et en quelques chiffres, vous dire que ce travail, c'est plus d'1 an et demi de travail collectif à 3, mais qu'il est le fruit de réflexion et de différents ateliers, notamment dans les 6 précédentes rencontres, de temps dédiés, mais aussi plus d'une centaine d'entretiens avec des élus, des agents, des habitants. Au total, on a recensé 21 communes et 6 collectifs habitants qui n'ont pas remporté leur mairie en 2020. Donc ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça donne à voir une certaine hétérogénéité. On a notamment la commune de Vaour avec ses 350 habitants et puis celle de Poitiers avec 90 000 habitants. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas eu le temps, en fait, c'est surtout une question de temps d'aller explorer. Mais on espère que vous retrouverez en tout cas des pistes qui se recoupent en tout cas dans vos différentes réalités. Et bien sûr, on a eu à peu près des entretiens paritaires, 62 hommes, 66 femmes, et comme je l'ai dit, des agents, des habitants, des élus, pour donner à voir ces regards croisés qui sont vraiment au cœur de l'envie de partager le pouvoir entre tous dans ces communes participatives. Ok, donc peut-être maintenant pour rentrer un peu plus, on va dire, dans le fond du sujet, je vais commencer par revenir sur ce qui a pu être documenté en matière d'implication des habitants.
j'ai un petit insecte sur moi, c'est bon. Donc peut-être partir du fait que, donc estimant que les habitants et les habitantes doivent pouvoir vraiment participer activement aux décisions qui les concernent et non pas uniquement élire les représentants qui vont ensuite décider à leur place. Les listes citoyennes et participatives qui ont réussi à gagner les élections en 2020 ont vraiment donné un point d'honneur à redonner le pouvoir de décision aux habitants et aux habitantes tout au long de leur mandat, et aussi que ce soit, peu importe le statut, la nationalité, le genre de la personne, la couleur de peau, le lieu de résidence, l'âge, et aussi à recréer les conditions de délibération, et cela sous différentes formes. Donc je vais vous en partager quand même quelques-unes, parce que je pense que c'est toujours bien un peu, on va dire, d'exemplifier pour donner un peu à voir ce qui se fait. Certaines ont par exemple ouvert donc aux habitants leurs instances municipales qui étaient habituellement donc réservées uniquement aux élus. C'est notamment le cas de la commune de Vaour. Donc là, tu as parlé juste à l'instant et tu en parleras peut-être davantage tout à l'heure, où donc finalement ce n'est pas uniquement l'équipe municipale qui prend les décisions, mais bien davantage un groupe de coordination qui est composé à la fois d'élus et de non-élus. Mais tu reviendras davantage dessus, je pense, tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi de nombreuses communes qui ont renouvelé des instances et des dispositifs participatifs, on va dire, plus classiques, que ce soit les budgets participatifs, les conseils de quartier, les conseils des sages, les conseils des enfants. Donc tous ces dispositifs-là, certaines ont aussi expérimenté un droit d'interpellation pour justement permettre aux habitants et aux habitantes de vraiment aller interpeller leurs élus sur des sujets à enjeu. C'est notamment le cas donc, dans la commune de Quimper, donc commune du Finistère de 60 000 habitants, et ici, à Poitiers. Et donc peut-être pour un petit peu donner plus d'infos, c'est une combinaison, enfin, étant donné que le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas dans la loi, c'est donc une combinaison à la fois du droit de pétition et aussi du droit de référendum local. Peut-être aussi partager le fait que toujours ici, à Poitiers, il y a la commune, les élus ont choisi d'élaborer donc une assemblée citoyenne décisionnaire, donc l'assemblée citoyenne et populaire, qui est une instance inédite à l'échelle d'une commune de 90 000 habitants comme Poitiers, puisque c'est une instance de débat, mais aussi de décision. Donc c'est vraiment une assemblée décisionnaire dont la structure a été co-construite au travers d'un groupe de préfiguration qui était composé à la fois d'habitants, à la fois d'agents et à la fois aussi d'élus. Et donc c'est une assemblée qui est vraiment ouverte à toutes et tous les usagers de la commune et qui est autonome aussi pour se saisir du sujet de son choix. Donc vraiment c'est l'assemblée qui choisit le sujet sur lequel elle va travailler. Et donc depuis 2022, il y a deux assemblées qui ont eu lieu. Une première sur la question de l'insécurité dans l'espace public et une seconde sur les enjeux d'accès à l'alimentation. Aussi, peut-être pour avoir d'autres exemples, de nombreuses communes ont aussi mis en place des groupes de travail et des séquences démocratiques, donc de co-construction et de codécision, dans une logique de travail associé, donc c'est-à-dire qui mélange à la fois des élus, des agents, des personnes tirées au sort, des membres de la société civile organisée, des experts aussi, et des acteurs et des actrices du territoire pour vraiment réussir à travailler sur un sujet et une thématique précise et souvent à fort enjeu pour la commune. C'est notamment le cas, par exemple, dans la commune de La Montagne, donc commune de Loire-Atlantique de 6 400 habitants, où fin 2022, l'équipe municipale a mis en place un groupe de travail mixte, ça s'appelle un groupe projet habitant à La Montagne, portant notamment sur l'ouverture donc de 3 nouveaux services municipaux et aussi sur leurs modalités de financement, et ce qui a permis notamment le choix donc de la présence d'un policier municipal à mi-temps, l'ajout de créneaux de piscine aussi pour différentes classes et l'augmentation du nombre de places d'enfants au multi-accueil scolaire. Multi-accueil municipal, pardon. Et côté financement, finalement, les membres du groupe de travail ont opté pour quelque chose de pas non plus évident, une révision de la taxe foncière et de son relèvement de 0,5 points, soit une augmentation vraiment de 11 € par foyer par an environ. Donc c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être évident en tant qu'élu de prendre, mais là, vu que ça a été décidé collectivement, finalement, c'est quelque chose aussi qui a été assez bien accepté. Et aussi, peut-être important de dire que ces groupes de travail et ces séquences démocratiques qui ont pu être mis en place, elles ont aussi permis, dans certains cas, de se pencher collectivement sur des politiques transformatrices, que ce soit par exemple en matière de redirection des territoires sur les enjeux de changement climatique. C'est notamment le cas dans la commune du Plateau des Petites Roches, donc une commune de 2000 habitants en Isère, ou encore aussi sur des politiques en lien avec les questions d'alimentation et d'agriculture.
Et donc là, des politiques qui vont vraiment structurer le mandat. Et c'est notamment le cas dans la commune d'Auray, dans le Morbihan. Et normalement, il y aura une intervention à ce sujet samedi après-midi. Voilà. Donc bref, peut-être pour un petit peu résumer, donc ces communes participatives, de ce qu'on a pu documenter, ce que vous avez pu nous partager, ont donc expérimenté au cours de leur mandat vraiment une pluralité de dispositifs et d'instances protéiformes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir et qui articule à la fois démocratie représentative, participative, démocratie délibérative et démocratie directe. Et donc finalement, elles sont parvenues vraiment à décider autrement et collectivement avec les habitants. Mais toutefois, voilà, elles se sont quand même confrontées à certaines difficultés lors de la mise en pratique. Et c'est aussi important de mettre le doigt sur ça pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a des points de blocage. Déjà, ce qui a pu être relevé, c'est un cadre légal qui est inadapté et parfois hostile aussi à des pratiques juste de partage du pouvoir et de codécision. Puisque si on se fie juste à la loi, c'est seulement le conseil municipal qui a la légitimité de prendre les décisions, donc les habitants n'ont pas spécialement leur place. Aussi peut-être rappeler la réalité d'un mandat où juste la fonction d'élu est une fonction très exigeante et que parfois juste la gestion des affaires courantes et des urgences, c'est aussi quelque chose qui prend, on va dire, une part considérable dans le quotidien. Aussi, oui, un élément important qui a pu nous être partagé, c'est le maintien de certains freins à la participation pour les personnes habituellement peu présentes dans les dispositifs et les instances participatives, que ce soit les personnes peu diplômées, les personnes racisées, les jeunes, les mères seules, les personnes en situation de handicap. Donc, peut-être aussi, oui, quand même, que dire que les communes participatives ont quand même donner un point d'honneur à essayer de réellement permettre à ces personnes habituellement présentes de venir dans ces espaces, que ce soit notamment en mettant en place, en permettant à ce que tous les temps collectifs soient facilités pour justement réussir à limiter les rapports de pouvoir et de domination qui peuvent exister dans un groupe et justement permettre à chacun et chacune de se sentir légitime, de prendre la parole et de se sentir légitime juste à venir dans ces espaces. Il y a aussi eu donc toute une dimension le recours à du tirage au sort, et notamment aussi sur des adresses de cadresses pour justement essayer de prendre en compte les disparités et les inégalités socio-démographiques. Et ça s'est souvent couplé à un travail aussi de porte-à-porte pour justement aller voir les gens et légitimer le fait que leur présence est importante dans ces espaces. Il y a aussi eu des tentatives de mettre en place des gardes d'enfants, des systèmes de covoiturage aussi et d'indemnisation. Mais toutefois, il y a quand même certains freins qui n'ont parfois pas totalement été relevés, et notamment parce que toutes ces tentatives, on va dire, de lever des freins, elles ne garantissent pas, par exemple, l'auto-habilitation des personnes tirées au sort, ou c'est pas parce qu'une personne est tirée au sort qu'elle va se dire « Ah bah super, je vais venir ». Donc malheureusement, il y a des limites là aussi qui dépassent l'échelle aussi d'une commune. Et parfois aussi, il a pu y avoir une difficulté à maintenir la mobilisation des habitants dans la durée, à la fois la durée du mandat et aussi dans la durée de chaque instance et dispositif. Et c'est notamment des enjeux qui constituent vraiment, qui vont avoir une place centrale dans ce qui a pu nous être partagé pour le prochain mandat et aussi en matière de démocratisation des prochaines listes. Et enfin, dernier élément, dernière petite limite, aussi parfois la volonté de mettre en place beaucoup de dispositifs et d'instances, ça a pu mener à un certain épuisement, que ce soit des élus, des agents et aussi des habitants qui pouvaient se retrouver, on va dire, sursollicités et peut-être un peu dans le flou. Voilà, certaines fois un manque de clarté. Donc voilà, il y a quand même une difficulté qui a pu être soulevée. C'est difficile et c'est peut-être aussi pas souhaitable de faire participer tout le monde tout le temps. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment un enjeu de réussir à articuler aussi les différents dispositifs et instances participatives, aussi les différentes formes qu'ils peuvent avoir, aussi peut-être un enjeu de priorisation et surtout quand même de renouvellement pleinement des profils. Et ça peut aussi passer par le fait de faire davantage ou aussi de soutenir davantage la société civile organisée. Donc il y a vraiment un travail davantage à faire d'articulation aussi donc dans les murs de la mairie et aussi à l'extérieur des murs de la mairie. Mais ça, Elisabeth, tu reviendras dessus juste après. Et donc peut-être pour finir, donc il y a en tout cas beaucoup de positifs qui peuvent être tirés en tout cas dans ce qui a pu nous être partagé. Nous, ça nous a quand même donné beaucoup d'espoir. Donc c'est voilà, plein d'expérimentations, plein de tâtonnements qui permettent vraiment
un vrai renouvellement démocratique et que toujours en épousant donc le cadre légal et parfois en tentant même de l'étendre jusqu'à devant les tribunaux, c'est des communes donc, qui ont réussi à trouver des marges de manœuvre et des marges d'expérimentation pour aller vraiment plus loin dans le partage de pouvoir avec les habitants et les habitantes. Et donc, c'est aussi dire quand même que le partage du pouvoir, c'est possible et que ces communes, ce sont des réels laboratoires et que oser expérimenter aussi, c'est déjà faire de la démocratie et aussi que cette démocratie, c'est un muscle. Et donc, ça se travaille, on va dire, au quotidien, sur le long terme. Et donc, voilà, ça doit toujours être remis en question et qu'on est finalement seulement au début du parcours et qu'il y a encore plein de choses à inventer, à réinventer et à poursuivre. Et il y en a déjà qui parlent de, par exemple, ouvrir pour le prochain mandat collectivement la discussion sur la PPI, donc la programmation pluriannuelle, pour vraiment faire que le budget de la commune soit un enjeu collectif au début de la prochaine mandature. Bon, voilà, pour tout ça. Donc voilà, pour ce premier petit temps, on va dire un peu long, mais sur la partie impliquée, l'idée c'est de maintenant réussir à avoir un petit temps d'échange avec vous d'une dizaine de minutes. Donc l'idée c'est que vous puissiez vraiment partager, vous, s'il y a des choses qui ont résonné, si aussi vous pouvez partager des expériences, si vous avez besoin aussi de clarification sur des éléments, des questions à poser à l'audience, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, et peut-être une vigilance à ce que vous ayez des prises de parole qui soient assez courtes, donc de 1 à 2 minutes, histoire que la parole puisse circuler au maximum. Et si voilà, il y a des paroles qui des prises de parole qui s'éternisent trop, je me permettrai de faire un petit thé, histoire de dire peut-être il faudrait abréger. Donc levez la main et je ne sais pas si. Ok, vous passez. Je peux y aller aussi. Bonsoir, Rémi de Carbone au sud de Toulouse. Vous avez parlé tout à l'heure de faciliter dans les témoignages que vous avez eus, de la facilitation pour les citoyens de participer. Est-ce que vous avez des retours sur les outils numériques, notamment sur du vote par rapport à des budgets, à des projets ou de la participation directe en ligne, voilà, plutôt que de venir à des réunions ou à des assemblées? J'avais une question davantage sur la partie tirage au sort. Je voulais savoir comment les listes participatives et citoyennes qui l'ont utilisé là pour 2020 ont fonctionné, notamment avec ces citoyens qui éventuellement se désistent ou ne vont pas au bout du tirage au sort. Merci. Merci. Bonsoir, Myriam Doré, du coup. Je voudrais juste rebondir effectivement sur ce qui a été dit. Une des limites, effectivement, c'est qu'on ne peut pas tout partager avec les habitants, malheureusement, parce que effectivement, tout ce qui relève du budget ou du technique, parfois, c'est compliqué de le vulgariser ou de le partager, de pouvoir tout partager en transparence. On voudrait le faire, on ne peut pas forcément toujours le faire correctement. Donc ça fait une partie des freins. Et surtout, un des autres freins que nous on a remarqué beaucoup, c'est que en fait, les habitants, les agents également d'ailleurs des communes, mais les habitants aussi ne sont pas prêts pour le participatif parce que c'est pas habituel en fait tout simplement. Et nous on s'est rendu compte en 2020 quand on est arrivé que la population finalement s'est retrouvée un peu abasourdie en fait des propositions qu'on pouvait leur faire, à se dire mais en fait pourquoi vous demandez notre avis finalement, vous voulez nous faire quoi derrière? En fait, voilà, vraiment, on proposait quelque chose de participatif, en transparence, et la réponse a été c'est quoi l'entourloupe? Donc, heureusement, c'est des choses qui commencent à changer parce que ça se vulgarise, ça se démocratise, mais c'est un des vrais freins qu'on a pu constater dès le départ. Et même au niveau de nos agents, au niveau de la collectivité, en fait, on s'est rendu compte que le mode participatif demandait beaucoup plus de travail pour eux, parce qu'ils ont dû travailler de façon différente, changer leur pratique, ne plus attendre une directive et puis appliquer. On leur demandait leur point de vue, leur opinion sur des dossiers, parce que ce sont eux les techniciens et pas nous. Et ça a été très compliqué à changer comme pratique pour eux. Et on a encore des fois des réserves, des problématiques sur ce sujet-là. Moi, c'était juste une remarque qui s'inscrivait dans le même sens du témoignage précédent, avec l'idée qu'on a beau multiplier parfois en fait les outils pour faciliter la participation citoyenne, c'est pas pour autant que ça prend tout de suite. Nous, au départ, je fais partie d'un collectif citoyen qui s'appelle Murégnier en Acte. Murégnier, c'est une petite commune en fait au sud d'Angers,
6400 habitants. On a multiplié les outils en fait au départ, comité consultatif citoyen, on a créé un comité municipal des enfants également. On a ouvert toutes les commissions municipales, les 10 commissions municipales, à l'exception de la commission ressources humaines pour des raisons de confidentialité liées aux agents. On pensait un peu naïvement que la mairie, on allait assister à une ruée des habitants en fait dans toutes ces commissions, mais ça n'a pas été le cas en fait. 4, 5 habitants par commission nous ont rejoints. Ça, une certaine fatigue aussi au bout d'un moment. Les gens ne reviennent pas forcément à toutes les commissions. Donc c'est vraiment tout un travail au long cours. Ça ne se décrète pas la participation citoyenne. Ça nécessite vraiment de créer une culture de la participation. Et ça prend, je crois, beaucoup de temps. Et moi, m'inspirant un peu les démarches de l'Assemblée citoyenne participative, je crois qu'il y a un intérêt à regarder ce qu'on peut imaginer, en fait, peut-être en recourant davantage au tirage au sort. Ça me semble une piste intéressante. Mais je sais qu'en tout cas, il faut beaucoup se mobiliser pour mobiliser les citoyens, à moins d'être déjà dans un terreau démocratique où les gens ont l'habitude en fait de s'impliquer dans les instances de gouvernance locale, quoi. Ou quand, je sais pas, je pense à Los Angeles par exemple, ou quand il y a un terreau politique comme ça qui est déjà là, ça fonctionne sans doute un peu plus facilement. Voilà. Je sais pas, alors peut-être pour vous dire de façon générale, nous on peut réagir sur la base de ce qu'on a pu observer. On n'a pas réponse à tout et on invite éventuellement à celles et ceux qui sont dans la salle et qui ont des expériences, notamment pour le vote en ligne en fait, de pouvoir en témoigner. Je crois pas que nous on ait observé. Voilà, bah, je te laisserai la parole. Juste sur le numérique, en tout cas, pardon, là aussi. Il y a certainement des formes de pratiques à étudier et je n'exclus pas la chose a priori. Je dis juste que dans le courant de développement de la démocratie participative, il y a eu aussi une tendance à la gadgetisation et la toolkitisation dans la digitalisation de la démocratie, qui avait aussi une vigilance, qui a créé de la défiance, qui a créé de la distance aussi vis-à-vis des citoyens dans l'utilisation des outils numériques et qui a sûrement à reconquérir un rapport à la démocratie et via les outils numériques comme enjeu peut-être d'une nouvelle génération de pratiques. Mais peut-être je te laisse sur le budget participatif. Oui, moi j'avais en tête pour des budgets participatifs notamment, pour permettre de faire voter et de faire proposer à un maximum de personnes des projets. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans certaines communes notamment. Après, c'est vrai que ça a pas, nous, ce qu'on a observé, ça n'a pas été autant développé que certaines plateformes qu'il y a pu y avoir en Espagne, etc. Mais comme l'a dit Elisabeth, il y a un enjeu aussi à recréer du lien et à aller chercher les gens. Et le numérique, c'est aussi une certaine fracture. Donc voilà, il y a des choses à en tirer, mais ça crée aussi certaines divisions ou difficultés à aller chercher certains publics, quoi. Oui, peut-être pour partager une difficulté là qui m'est venue, c'était lors de la première session donc de l'Assemblée citoyenne et populaire. L'idée, c'était que les personnes proposent des sujets via une plateforme au début et donc pas en présentiel. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté qui a été soulevée, c'est que lorsque les personnes en fait proposent des sujets et qu'après elles ne sont plus là pour les porter, en fait, c'est un petit peu difficile parfois de les comprendre et de savoir. En plus, après, souvent, il y a des regroupements qui peuvent être faits. Donc voilà, parfois, il peut y avoir aussi cette difficulté et finalement qui détériore aussi le sens premier et donc la participation première. Donc il y a parfois ces éléments-là aussi à prendre en compte. Thierry de Castanet, Tolosan. Juste pour les aspects budget participatifs, on a mis ça en place effectivement dans notre commune avec des outils numériques. Il faut savoir que on passe par le site web de notre commune, qui n'est pas toujours hyper pédagogique, mais qui permet de contrôler qui vote, puisque quand dans un outil numérique, il faut forcément s'identifier, par exemple, par France Connect, sinon on peut avoir une pollution énorme de ce vote numérique. Donc c'est pas si simple que ça d'organiser un vote numérique. Et on s'est rendu compte que finalement, pas beaucoup de personnes utilisent cet outil.
une des façons d'obtenir des votes, c'est d'aller vers les gens, bon, sur le marché, à l'EHPAD du coin, etc. etc. Et là, les gens, en discutant, quand il y a un lien humain qui se fait, eh ben oui, oui, j'ai peut-être fait, oui, ça m'intéresse, j'ai peut-être voté, etc. etc. Voilà. Mais au final, c'est nous, après 4 ou 5 ans de démocratie participative, de relancer ça, parce que ce n'était pas du tout cette habitude-là qu'il y avait dans notre commune. C'est encore un chemin très long, comme l'a dit la personne juste avant, quoi. On est peut-être à 3% des gens qui participent à des commissions, à des réunions, etc. Enfin, voilà, 300 personnes sur 15 000, sur 10 000 habitants, on va dire 10 000 adultes, quoi, 15 000 habitants au total. C'est pas beaucoup, mais ça va aller mieux. Rapidement, mais peut-être qu'il y a des personnes élues ou qui ont expérimenté des choses qui voudront compléter. Et puis après, on passera à la question de la gouvernance interne. Dire qu'effectivement, c'est tout un travail au long cours et que déjà, aller voir les gens au porte-à-porte, leur délivrer une lettre en personne en tant qu'élu, c'est parfois un choc, quoi. Il y a des personnes qui pensaient qu'on s'en fichait de leur avis. Et donc déjà, ce geste-là, ce lien humain est hyper précieux. Et après, il y a tout un travail à prendre en compte les besoins des personnes, leurs horaires, si elles ont des enfants, avoir des garderies, enfin de penser vraiment tout ça et de penser aussi tous les biais qui font que certaines populations ne viendront pas, les codes sociaux en place dans ces espaces-là, qui prend la parole, qui a l'habitude qu'on l'écoute ou qu'on l'ignore, et que ça, c'est un travail qui se fait aussi au long cours. Et un des outils qu'on a trouvé intéressant dans certaines communes, c'était notamment dans les tirés au sort, de faire des groupes entre tirés au sort, donc on peut dire d'une mixité choisie, donc des personnes qui ont un certain point commun, d'avoir été choisies comme ça. Ça peut être des personnes, une mixité choisie entre femmes, entre personnes racisées, enfin des personnes qui vont avoir un vécu qui a priori les délégitime sociétalement et en politique, et de se dire ok, ensemble on va partager nos vécus là-dessus, on va créer une confiance, on va apprendre à s'exprimer ensemble, et après on va être dans l'arène un peu impressionnante, mais comment on a des étapes peut-être aussi intermédiaires qui permettent de reconstruire cette confiance et ce sentiment de légitimité et de groupe aussi, avant de se lâcher comme ça. Donc il y a des choses en tout cas à mettre en place, mais je ne vais pas être trop longue là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un une élue qui veut on va rebondir là-dessus, et puis on va passer à la suite. Oui, Valérie de la Montagne, par rapport à ce qui a été dit dans les listes qui ont exercé ce genre d'expérience, on voit que c'est difficile en fait. Et effectivement, on a très peu de gens qui viennent dans les commissions qui sont ouvertes, mais qui sont à l'intérieur de la mairie. Il y a quand même une défiance de l'élu, une timidité à venir dans des lieux publics où on ne se sent pas légitime, où on pense qu'on n'a rien à apporter à la parole, à la démocratie, aux décisions qui peuvent être prises sur la commune. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que par le tirage au sort, quand on allait rencontrer les gens directement, il y avait un dialogue qui s'instaurait et qu'il y avait une confiance qui pouvait se restaurer aussi par rapport aux élus qui sont très vite critiqués, ou c'est ça, on sent leur tourloupe, comme a dit la dame Doré tout à l'heure. Et je pense que ce qui peut être fait au maximum sur les espaces publics, sur des temps conviviaux, est vraiment plus important pour avoir une relation plus saine, plus directe, dans un dialogue qui efface un peu les barrières qui se créent naturellement entre un élu, un habitant. On a directement une place différente et on a une certaine méfiance, et on voit bien qu'il y a, avec le Covid, on a instauré des accès numériques, des réunions, enfin on se rappelle tous de ça. Nous, on a commencé tous sur ce modèle-là. Ça a créé du lien, enfin ça a permis de garder le lien, mais en fait ça a créé des habitudes qui étaient terrifiantes aussi au final, puisqu'on se dit bah finalement on peut tous regarder ça depuis notre télé ou d'être en visio, et la qualité du rapport humain, pour moi, je suis persuadée qu'elle doit être physique. Peut-être on va vous inviter à poursuivre le tirage au sort. Pardon, j'ai un petit souci parce qu'il y a 3 autres sujets avec des salles d'interaction. Et comme vous savez, 1h30 qui est tombée à 1h15 d'échange en totalité. Du coup, on va vous proposer, en fait, encore une fois, peut-être faut-il le rappeler, le programme des rencontres a été construit autour des grands axes aussi qui ont été restitués dans le rapport. Donc ce sont autant de rendez-vous, d'ateliers et d'espaces qui sont choisis, qui vont permettre d'approfondir un certain nombre de ces thématiques et de ces questions-là, et qui vont vous donner l'occasion de rebondir un peu plus. Peut-être je te passe la parole.
Et comme je le disais juste avant, partager le pouvoir avec les habitants, très bien, mais peut-être faut-il le partager déjà entre élus. Alors toutes les communes ne sont pas égales là-dessus. Il y en a qui ont mis beaucoup de moyens pour partager avec les habitants, développer des dispositifs. D'autres se sont peut-être un peu centrés, trop pour certains, certaines, sur leur gouvernance interne. Toujours est-il que cette pluralité de priorités et d'expérimentation offre vraiment une base dont vous inspirez pour 2026. Donc les communes participatives ont expérimenté une gouvernance partagée dans leur collectif, dans leur liste, mais ce n'est pas la même chose une fois qu'on rentre dans un système centralisé, hiérarchique, où le maire, et je dis bien le parce qu'il y a quand même 80% de maires qui sont des hommes en 2020 encore, c'est lui qui va décider. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui délègue. Au tout début, on élit le maire quand on entre en mandat, et puis ensuite, il va déléguer des compétences, des délégations, des domaines spécifiques à différents élus. Mais ce qu'elles ont de spécifique, les communes participatives, c'est qu'elles veulent s'y tenir à cette répartition des compétences, des délégations, que les élus ont vraiment de l'autonomie et un périmètre spécifique de décision et que ce n'est pas le maire qui va en dernier trancher. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment se tenir parce qu'on a tout un système, notamment une administration, des agents, on a aussi des journalistes, des habitants qui ont une habitude à se tourner vers le maire et même des élus qui vont parfois se retourner vers lui ou vers elle quand un sujet est peut-être un petit peu trop compliqué. Donc il y a vraiment tout un apprentissage à débattre, à décider autrement. Donc ça passe par des méthodes, par des outils, mais pas que, par aussi une posture de se dire peut-être je ne vais pas donner mon avis sur tout le temps. Et je vais apprendre aussi à en écouter d'autres. Et il y a différentes façons aussi d'appréhender ça. On a des communes qui ont choisi explicitement que les élus n'allaient pas aller sur les sujets qu'ils connaissent professionnellement. Par exemple, si je suis urbaniste, je ne vais pas aller sur la délégation à l'urbanisme pour justement rétablir une sorte d'égalité dans le fait de découvrir un sujet, de devoir le prendre en main et se légitimer là-dedans. Et c'est quelque chose de très politique, de dire on n'a pas besoin d'avoir des niveaux de diplôme énormes et on va tous se mettre à ce niveau-là, d'aller expérimenter depuis rien, en fait, ce que tout citoyen devrait pouvoir appréhender ces sujets-là et les rendre intelligibles pour les habitants et habitantes si on veut ensuite partager les décisions avec elles et eux. On a des élus qui ont tenté d'autres formes en fait, de gouvernance en se reposant beaucoup sur les systèmes en binôme, voire en trinôme, en pôle, où on répartit non seulement le pouvoir de décision, mais aussi la charge. Parce qu'on l'a dit, le mandat d'élu est très, très, très exigeant et on a des élus de communes participatives qui sont pour une bonne partie, qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont donc pour une bonne partie en emploi. Et donc ça implique aussi d'autres façons de voir le métier d'élu et de repenser la charge de travail, sachant qu'on a un statut de l'élu qui est assez faible, fragile en tout cas en France. Il y a une proposition de loi là qui est passée et qui va permettre notamment d'être indemnisé pendant qu'on a son congé maternité ou paternité, et on pense à Léonore Monconduit à Poitiers notamment. Donc il y a des choses qui bougent, mais être élu quand on est en activité professionnelle, c'est presque se tirer une balle dans le pied pour la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi en termes de démocratisation à travailler, et je pense à plusieurs maires qui sont peut-être parmi nous, qui ont, même en tant que maire, qui ont conservé une activité professionnelle. Donc c'est pas rien et ça a une incidence bien sûr sur la gouvernance. Ça me permet de parler aussi des indemnités que beaucoup de communes n'ont pas forcément pensé, n'ont pas forcément anticipé, mais ça arrive très vite. Et le système d'indemnité, il est fixé en fonction du nombre d'habitants de votre commune. Le maire, c'est ça son enveloppe, les adjoints, c'est ça leur enveloppe, et puis les conseillers municipaux, souvent, ils n'ont pas grand-chose, voire rien du tout. Et on a des communes qui ont testé des systèmes différents pour valoriser l'engagement et permettre justement un engagement de la majorité des personnes. Dans certaines communes, je pense à la commune de Felletin, les adjoints et le maire ont la même indemnité, par exemple. On a d'autres communes, comme à Castanet-Tolosan, où les conseillers municipaux ont tous une délégation et comme les adjoints ont le même niveau de rémunération. Donc c'est aussi à prendre en compte les conditions matérielles qui permettent ou non la participation. Et je citerai la commune de Pélussin. Vous pouvez retrouver une super calculette disponible depuis le rapport qui a testé différents critères en fait, en fonction de si vous êtes en activité, si vous avez des enfants, si vous êtes plus ou moins engagé, vous pouvez avoir plus ou moins d'indemnité. Et on remet aussi au pot commun en fonction des situations individuelles. Tous les ans, on revoit les situations et on modère en fait ce niveau d'indemnisation. Donc c'est un travail en plus. On fixe pas ça pour les 6 ans. Mais ça permet de prendre en compte en fait les besoins et puis les fluctuations aussi de la vie, parce que 6 ans de mandat, c'est quand même assez important. Mais au-delà de ça, pour rentrer concrètement dans la gouvernance, donc ce sont des communes qui sont pas mal inspirées de la sociocratie, donc un système en différents cercles où on va définir les périmètres de décision de chacun. Donc voilà, les délégations
que les élus vont avoir vont s'accompagner de groupes de travail, de commissions, enfin on a plein de mots comme ça qui sont réinventés, qui vont avoir des périmètres dédiés et qui vont avoir un peu carte blanche, et où certaines vont pouvoir intégrer des habitants et des habitantes, donc tirés au sort ou non, une société civile organisée, enfin voilà. Et il y a plein de formes qui se déclinent de ça, c'est pas juste des dispositifs et des instances ponctuelles, ça peut être vraiment tout au long de la gouvernance et du coup du mandat. Et comme le disait Léa, on a l'exemple de Vaour, qui est certes une petite commune, mais ça peut se faire à d'autres échelles, qui dans son groupe de coordination, qui est le groupe décisionnaire, puisque le conseil municipal, finalement, c'est une chambre d'enregistrement, où habituellement, c'est le maire et 1 ou 2 adjoints qui décident, et puis ça passe en délibération. Là, il y a vraiment un effort de débat collectif, avec un groupe de coordination qui est composé donc, à Vaour de moitié d'élus, moitié de non-élus. Et donc ça vient questionner la démocratie représentative, en fait. Comment on permet que des personnes non élues participent aussi, comment on sort de ce système-là qui est en partie excluant. Et pour citer un autre exemple, on a la commune de La Crèche, dans son groupe de coordination, sa plénière comme ça, décisionnaire. Donc on a le groupe d'élus majoritaires, mais on a aussi les colistiers et colistières qui n'ont pas été élus, mais qui faisaient partie du collectif avant, qui peuvent être intégrés et continuer en fait de participer à la vie municipale tout au long du mandat. Ce ne sont que quelques exemples, et bien sûr, c'est à moduler en fonction du contexte voilà, qui est propre à chaque commune, des élus que vous aurez, des habitants, etc. Donc il y a plein de choses à réinventer, évidemment pas un seul modèle. Et peut-être revenir sur les rôles pour dépersonnifier le pouvoir, donc désacraliser la figure de maire. On a fait un atelier ce matin pour ouvrir les rencontres sur la désacralisation de la figure de maire. Ça passe en partie par une élection sans candidat, qui est un outil qui a été pas mal utilisé et qui a fait émerger notamment des femmes à cet endroit de la tête de liste puis de la maire, puisque ce sont souvent les femmes qui ne vont pas se sentir légitimes. Et l'élection sans candidat, ce qu'elle permet, c'est qu'on ne va pas voter pour quelqu'un qui va dire « ouais, moi je me sens trop fort et je vais devenir maire ». Elle permet de nous faire émerger collectivement une personne à partir des qualités et des compétences qu'on voudrait voir. Donc c'est de sortir l'individu et la fonction. Et en fait, il y a pas mal de femmes qui se sont retrouvées mises en avant par le collectif et qui se sont dit « ok, si le collectif pense que je peux le faire, moi je veux le faire pour le collectif ». Et ça change déjà un rapport au pouvoir, au collectif, à la décision. Alors, ça ne fait pas tout, bien sûr, et puis on a plusieurs élus et maires qui pourront nous le partager. Le système fait qu'on peut vite prendre le melon tout de même et que c'est souvent à vous qu'on se réfère quand vous êtes maire, mais avoir cette fiche de poste de base et peut-être des rendez-vous réguliers de bilan, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup souligné, peut-être le manque de temps pris pour faire ces bilans-là, que ce soit sur la fonction de maire, mais sur la gouvernance de façon générale. Ces moments de bilan, de prise de hauteur sont hyper importants parce qu'une gouvernance, c'est évolutif et qu'un mandat, il y a plein de turbulences et que c'est hyper important d'avoir des temps où se dire qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et de ne pas prendre les choses personnellement, de se ramener à cette histoire de fonction et de redevabilité envers le collectif. Mais il y a plein d'autres méthodes qui permettent d'intégrer plus de personnes, en tout cas de profils différents, même si on le répète, les communes participatives, c'est majoritairement des personnes blanches et surdiplômées. C'est un pourcentage de cadres supérieur à même des listes traditionnelles. Donc c'est à prendre en compte. Et je citerai l'exemple qui m'a un peu marqué de la commune de La Montagne, qui a mis en place un système d'objection au ressenti. Donc, quand on veut prendre des décisions sans faire un vote clivant, on fait des tours d'objection. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre avec cette décision-là, après avoir débattu, etc. Et en fait, il y a des personnes qui ne vont pas savoir forcément tout de suite argumenter leur rejet de la proposition. Et donc, il y a eu ce truc de dire, parfois, on peut juste se dire, on ne le sent pas. Et c'est une histoire de consentement. On a le droit aussi de ne pas savoir mettre les mots, mais de dire non et que ce soit entendu. Alors, bien sûr, il y a plein de nuances à apporter, mais c'est dire qu'on peut aussi réinventer notre rapport à l'argumentaire, aux émotions, aux ressentis, à qu'est-ce qui est légitime d'être entendu. Donc, il y a plein d'expérimentations à aller creuser de ce côté-là. Et je finirai donc par dire que les rôles, comme je disais sur la question du maire, mais plus largement, les rôles, c'est important. C'est important qu'ils tournent aussi. C'est important de les identifier au début et puis peut-être d'y revenir après. Je pense encore une fois, la commune de Vaour, mais il y en a plein d'autres qui ont pu mettre, comme Saint-Armel aussi, des rôles de garant de la bienveillance, de la gouvernance, des médiatrices potentielles, de gestion de conflits aussi. Donc d'anticiper ces rôles-là et de ne pas attendre que ça pète. Et c'est un des enjeux qui a peut-être été pas très bien anticipé, prévenir les conflits, identifier ce qui va pouvoir poser problème et reconnaître ça comme un travail vraiment essentiel
et qui prend du temps. Une des personnes qui est en co-référente de la commission gouvernance à Vaour nous disait, au début, on me disait, tu prends rien comme truc important, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je me réserve de l'espace parce qu'il va y avoir des conflits, parce que la gouvernance, c'est une charge mentale. Et petit à petit, a priori, c'est rentré aussi dans l'idée que oui, ça a sa place et ça a besoin de temps. Et elle a bien fait parce qu'elle a du travail, mais elle a plein de choses à partager que vous pourrez retrouver dans le rapport. Je vais peut-être m'arrêter là, mais vous dire que plein de choses sont à inventer. Il y a plein de choses dans le rapport et que c'est votre contexte et l'équipe avec laquelle vous êtes qui vous permettra aussi de vous autoriser à faire les choses un peu à côté et ce qui vous inspire en fait, de décaler le cadre qui vous est imposé et de le faire collectivement et en n'hésitant pas à reconnaître les erreurs et à remoduler un peu des choses. Et j'aimerais bien qu'on ait peut-être en premier lieu des témoignages ou retours ou compléments d'élus qui sont dans la salle avant de prendre peut-être des questions plus largement. Sur les questions de gouvernance. Voilà, sur ces enjeux de gouvernance interne. Bonjour, Laetitia Lacrèche. Juste rappeler très rapidement que la démocratie est un muscle et que donc du coup ces enjeux de gouvernance interne, il faut se préparer à se les reposer régulièrement tout du long du mandat. Déjà parce que des conflits vont faire émerger des nouvelles choses, mais aussi parce qu'il y aura des choses à revoir. Et quand je dis que c'est un muscle, ça fait mal de se faire un muscle. Donc préparez-vous à ce que ça puisse être douloureux tous les ans. Mais après, on est tellement bien musclé, on est tellement fiers de son beau collectif musclé que ça n'est que positif. Ah oui, vous invitez chacun et chacune à vous lever quand vous parlez. Ça aide à mieux entendre et percevoir vos propos. Est-ce qu'il y a parmi les communes participatives des retours d'expérience sur cette importance de travailler cette dimension de gouvernance interne, c'est-à-dire s'appliquer cette démocratie interne à soi-même avant d'essayer de prétendre l'étendre Oui, Nicolas Le Bourget du Lac en Savoie. L'expérience qu'on en tire, c'est que une démarche en fait très horizontale avec une participation, alors ça prend du temps, oui ça prend du temps, mais ça donne surtout une capacité de travail considérable. C'est-à-dire que quand les gens se sentent respectés, quand ils savent qu'ils vont pouvoir aller au bout de leurs idées, ça donne une capacité de travail colossale et ça permet d'avancer en fait beaucoup plus vite. Jacques, donc j'étais élu dans l'Orne et je voulais parler d'une expérience que j'ai vécue où on avait défini des commissions avec des périmètres, enfin tous les champs d'activité de la commune étaient définis et on avait dit voilà, les commissions font des propositions, font des travaux et après font des propositions à la suite des travaux. Et on n'avait pas cadré les choses suffisamment au départ sur quelles étaient les possibilités et les périmètres d'action. Et on a vu sortir des projets complètement pharaoniques, en dehors je dirais, de ce qui était dans le domaine du possible, et puis aussi certains qui avaient, je dirais, des envies des égos assez forts. Et donc, avant de donner, je dirais, cette délégation-là d'une manière à la fois précise sur les compétences, mais à la fois sur cette liberté-là, c'est important de bien définir un cadre avant pour que ça ne parte pas de travers. C'est-à-dire qu'une commission extra-municipale, il y a un passionné qui est intégré dans la commission, et puis ça part dans des choses qu'on ne voit pas venir, et quand c'est bien engagé, c'est dur à récupérer, quoi. Donc il faut bien cadrer les choses et sur les orientations avant. Bonsoir, je suis Mathilde de Dijon Avenir. J'ai mal entendu quand vous avez parlé de la calculette à indemnité. De quelle commune s'agit-il? C'est à Pélussin et elle est disponible depuis le rapport. On a fait une version Excel que vous pouvez réutiliser, mettre vos propres critères avec des montants, etc. Je ne sais pas s'il y en a que ça intéresse particulièrement, mais c'est une expérience qui permet de montrer qu'on peut aller assez finement en fonction des besoins de notre équipe sur la redistribution. Bonjour, donc moi je suis élu à Saint-Julien-Mahamolette, pas loin de Pélussin, c'est dans la Loire. Nous, notre retour d'expérience, c'est aussi souvent les maires,
ils travaillent uniquement avec leurs premiers adjoints, deuxième adjoint. Nous, on a mis en place assez vite une réunion quotidienne où les 12 élus de notre liste sont conviés tous les lundis. Bon, on a le droit des fois de ne pas être là, hein. Et au début, on pensait que tout le monde n'allait pas venir. Et en fait, ça a permis d'avoir tout le temps, parce que les gens sont quasiment là tous les lundis. Et ça permet aussi que chacun dit là où j'en suis du dossier que je me suis emparé, ou dire à un autre, ah ben moi je veux bien travailler avec toi là-dessus. Et alors je ne cache pas qu'il y a quand même des moments où ça dérive et qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui vont peut-être travailler un peu en oubliant d'en parler aux autres, mais en tout cas, c'est un moment où on arrive vraiment à partager entre nous soit le ressenti et le travail qu'on peut se répartir d'une manière ou d'une autre. Alors, bonsoir à tous, Leïla de Neuvy-sur-Saône, donc élue. Moi, je dirais que c'est super important en fait de penser la méthode pendant la campagne. Je pense que nous, l'erreur qu'on a faite, c'est que pendant la campagne, on avait plein de vidéos démocratiques, mais on était beaucoup axé sur le programme en fait. Et une fois élu, en fait, c'est les adjoints qui ont beaucoup de boulot, les dossiers qui tombent, la vie privée qui suit son cours, le travail. Et finalement, c'est très compliqué en fait de mettre en place une méthode de gouvernance partagée quand on n'a pas réfléchi avant. Donc moi, je dirais que c'est super important que ce soit un sujet de campagne, d'en discuter entre vous pendant la campagne. Pierre Demel, commune participative. Donc nous, on a expérimenté donc des temps de réunion avec tous les élus majoritaires pour décider des grandes orientations et laisser au bureau municipal, donc maire et adjoint, que la gestion courante en quelque sorte. Et tout à l'heure, plusieurs personnes ont dit la culture de la démocratie, ça prend beaucoup de temps avec les habitants, mais en fait c'est la même chose aussi au niveau des élus. On a beau être embarqué depuis 2019 avec plus d'un an de préparation, etc. Et en fait, à un moment, se dire que pour certains et certaines, exprimer un désaccord face aux autres, face aux copains qui portent le sujet depuis 2 ans, c'est lui qui fait tout le boulot sur le truc, il est crevé, il n'en peut plus, mais en fait, je ne suis pas d'accord. Et c'est pas si simple, parce que quand ce sera mon tour, j'ai pas forcément envie qu'on vienne m'embêter. Voilà, donc moi, j'ai ressenti une difficulté qu'on a eue collectivement, nous, là-dessus, parce qu'on on a essayé de s'auto-animer et tout ça, mais c'est pas très simple. C'est un vrai boulot et c'est pas facile. La relation humaine, elle prend vraiment une place énorme. Voilà. Après, donc ça c'est le côté, la difficulté réelle auquel on se confronte tous. Après, le positif quand même, c'est que quand il y a des décisions difficiles à prendre, mais qu'elles ont été, même si c'était pas unanime, mais que ça a été discuté comme ça collectivement, et qu'on prend une décision, ça donne une énorme légitimité, j'allais dire un énorme confort pour les personnes qui vont être en première ligne derrière. C'est-à-dire souvent le maire, mais des fois pas que le maire. Pour l'exemple que j'ai en tête, c'est le village de l'eau qui a été organisé sur notre commune. On n'était pas commune organisatrice, on était commune d'accueil. Mais évidemment, on était en première ligne au niveau médiatique, etc. etc. Et nos 3 collègues élus, Sylvain, Floriane et Sarah, qui ont beaucoup porté ce truc-là, ils avaient tout notre soutien derrière. Et en fait, ça les a beaucoup aidés. Et ça donnait beaucoup de cohérence. C'était pas la lubie d'un type qui a dit mais qui c'est ce cinglé, le maire de Mel là, qui accueille un truc avec des énergumènes qui se baladent avec des lunettes de piscine. Non, enfin voilà, il y avait un discours qui était construit et il y avait tout le soutien. Donc voilà, la gouvernance interne c'est pas facile. Faut pas dire le contraire, c'est difficile. On est au début, mais par contre, c'est sur des occasions comme ça qu'on sent que c'est vraiment efficace et utile. Voilà. Merci beaucoup Pierre. On va s'arrêter là dans les prises de parole et aborder peut-être le dernier axe et puis s'acheminer progressivement vers la fin de ce temps d'échange. Cléa, vas-y, je t'en prie.
Oui, pour faire le lien, il y a pas mal de communes participatives qui ont pensé dans leur gouvernance des observatoires de l'action municipale, de gouvernance, de la participation, etc. Donc vu comme un peu des veilles habitantes de la démocratie, donc à la fois du côté participation des habitants, mais aussi de gouvernance aussi interne des élus. Mais le constat est que c'est difficile en fait d'avoir des personnes mobilisées pendant tout le mandat dans ces instances-là, qui sont un peu à moitié dans la mairie, à moitié en dehors, parfois issues du collectif de campagne, mais du coup qui ne sont pas élus, donc il y a tous des enjeux relationnels. Et puis pour des personnes qui n'ont pas du tout fait partie du collectif initial, c'est peut-être un coup un peu fort que d'intégrer ces espaces-là, mais il y a une vraie volonté d'instaurer des contre-pouvoirs. Et je laisse là-dessus Elisabeth pour cette dernière partie. Merci. Il y a la question des contre-pouvoirs et il y a cette question là du slogan municipaliste qui est en mouvement en fait, qui entoure en tout cas toutes ces pratiques-là, qui est souvent de rappeler on a un pied dans l'institution, mais ce qui est important, ce sont aussi les 1000 pieds dehors. C'est un point sur lequel on souhaitait insister aussi ce soir en fait dans le partage de ce qu'on a pu apprendre de l'expérience des communes participatives, en se disant le réflexe en fait souvent de nouvelles communes élues, c'est de tout recommencer à zéro, ex nihilo, est rempli de plein de bonnes volontés de faire depuis leur nouvelle équipe municipale. Et en fait, ce qu'on constate, c'est peut-être de mieux cartographier, mieux regarder qui sont les acteurs du territoire, les acteurs associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et de veiller peut-être à voir comment une municipalité peut amplifier, soutenir et pas forcément se substituer à cette action qui est assez précieuse et qui est mise en vulnérabilité. En tant que mairie élue, mieux s'appuyer sur un terreau associatif, c'est par exemple faire s'appuyer sur des associations de jeunes qu'on a du mal à toucher dans les instances démocratiques, s'appuyer sur des associations qui accueillent des publics discriminés, minorisés, que là aussi on a du mal à toucher en fait dans les instances démocratiques. C'est aussi travailler et s'appuyer sur un travail comme celle des maisons de quartier, qui sont des acteurs de la démocratie de proximité, qui mettent énormément de choses en place, et éviter de dupliquer ou de substituer, mais en tout cas de soutenir ce qui est déjà fait dans ce premier échelon de très grande proximité. Peut-être l'occasion de dire en fait le terreau démocratique, en tout cas l'action de la municipalité, elle est vaine, et c'est une des leçons qu'on peut d'ailleurs retenir de l'expérience des mairies rebelles du changement, les mairies espagnoles qui ont gouverné sur des modes très proches de ceux qu'on connaît dans le vivier des communes participatives, et qui ont dit on est très faible à l'intérieur si dehors il n'y a pas ce terreau démocratique qui est vivace. Ce terreau démocratique, il est notamment, on l'a dit, le secteur associatif. Je reviens là, parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, on est dans un moment critique d'attaque aux libertés associatives, d'urgence en fait du mouvement associatif en fait, et que les alliés, précieux alliés de ce mouvement associatif, de la protection de ces libertés associatives, ce sont aussi les municipalités, et qu'elles ont un rôle plein et entier à jouer. On a un contrat d'engagement républicain qui a été mis en place et qui conditionne l'octroi de subventions publiques, qui est le bras armé à aujourd'hui en fait une dégradation démocratique puissamment orchestrée. On a des exemples dans le vivier des communes participatives de la mairie de Poitiers par exemple, qui a défendu ces libertés associatives, qui a défendu le droit en fait de soutenir et de subventionner des événements menés par des associations protectrices du climat qui font débat dessus. On a des mairies qui disent c'est notre rôle, et c'est notamment la mairie de Melle, et tu l'as rappelé Pierre aussi, qui ont dit en fait une façon d'être fort dans l'institution et de remplir notre rôle, c'est une façon de promouvoir le débat public quand il y a conflictualité, c'est une façon d'organiser ou de soutenir en tout cas l'organisation d'un village de l'eau pour qu'il y ait débat scientifique, débat démocratique et contradictoire, que la violence elle soit dans la dispute démocratique et qu'elle soit pas ni dans la violence d'État ni dans la violence militante. Donc c'est aussi un soutien à ce milieu militant, c'est un soutien aussi à
décriminaliser la contestation. Aujourd'hui, on a un problème avec le conflit et la contestation. Elles sont criminalisées à l'échelle de l'État et des préfectures, elles sont relayées. Comment aujourd'hui on rend possible l'interpellation citoyenne. Et Léa, tu en as déjà parlé, mais les communes participatives, elles sont soucieuses aussi que le vivier habitant, par droit de pétition citoyenne, par processus d'interpellation démocratique, de quasi-référendums locaux, puisse porter des sujets d'intérêt qui ne seraient pas identifiés a priori par des municipalités et qui puissent être remontés comme des sujets prioritaires au sein du conseil municipal, sans être considérés comme une attaque, une offense à la mairie, mais plutôt comme une voie d'engagement d'un débat critique, d'un débat et d'une dispute démocratique. Peut-être ce qu'on voulait aussi dire, on en a parlé l'année dernière à Vaour, en fait, et on en reparlera probablement dans les ateliers dédiés à la lutte contre l'extrême droite, et en tout cas à ce contexte en fait compliqué. C'est quoi le rôle d'une commune participative dans ce contexte-là? Comment on peut protéger les personnes minorisées, discriminées, mais aussi vulnérabilisées. Comment on peut faire une halte à la banalisation de toute forme d'oppression, d'agisme, de sexisme, de racisme qui ont lieu. Comment on peut recadrer ça dans les valeurs du service public. On a toute une administration quand en fait on est municipalité, on a plein d'agents et des services publics dont on est responsable. L'année dernière, on nous a dit un rôle de résistance discrète d'une commune participative, c'est aussi assurer l'égalité d'accès aux services publics et c'est aussi rappeler à nos agents, en fait, quelles que soient leurs opinions politiques et de vote, qu'ils ont ce devoir d'assurer cette égalité de tous et de toutes au service public. C'est peut-être aussi, de façon plus discrète, assurer des bases matérielles, permettre d'ouvrir des salles à des mouvements de lutte locaux, à des événements qui pourraient organiser. On dit souvent qu'en fait, la transformation, elle se joue sur la combinaison de 3 piliers que sont les nouveaux imaginaires, des luttes de terrain et des modes d'organisation alternatifs. Elle se joue aussi dans ce rôle d'allié respectif entre le pied dedans et le pied dehors. Peut-être je continue, ça va? Oui. Je vois une main qui se lève, du coup j'étais soucieuse. Je vais finir aussi par continuer d'illustrer cette importance au pied dehors quand on est à la mairie. C'est aussi anticiper les alternances politiques. Vous avez un mandat qui vous permet de faire énormément de choses, mais il n'y a aucunement l'assurance d'être réélu ou d'une continuité de cette action. Comment on protège un petit peu ça? C'est ouvrir les projets qu'on mène à la participation et à la composition habitante, société civile organisée, en fait, pour qu'elle nous perdure, pour qu'elle nous subsiste, en fait, après le mandat. Et il y a bien des municipalités, on a l'exemple de la commune de La Crèche qui, à travers la ferme maraîchère communale, crée une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui permet à des composantes habitantes et associatives d'être intégrées pour que si demain l'équipe actuelle perd aux prochaines élections, ce projet puisse continuer. On a la question du domaine de Fontbonne à Peine dans le Tarn où on crée un projet de cohésion sociale qui a mobilisé au-delà des élus, des agents, des associations, tous des habitants qui sont à la reprise d'une association qui va faire perdurer ce projet au-delà du mandat municipal. Donc veiller à ce lien au pied dehors, c'est veiller à la continuité de l'action municipale. Là, on parle beaucoup de choses depuis une posture de municipalité élue et majoritaire. Quand on est élu minot, ah là là, le sacerdoce, quand on est en minorité, c'est le mal partout, ah là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais rappeler ça en fait. Agir dans l'entre-deux élections en tant qu'élu minoritaire, c'est aussi permettre de belles choses. Vous allez, et franchement, je vous invite, vous les avez presque tous ici. Je vois Nathalie et ses équipes d'Albi. Il y a Montpellier, il y a l'Archipel citoyen, je ne sais pas s'il y a Saint-André-des-Lilles, il y a Bayonne. Il y a énormément d'élus et de collectifs courageux qui se servent du point d'appui d'un élu minoritaire
pour mieux comprendre un fonctionnement municipal, mieux faire l'interface avec une population, faire un travail de terrain, de proximité, de rappel et d'écoute des besoins qui sans cesse, pendant l'entre-deux élections, ne cessent de faire une remontée et un lien, un travail d'interface précieux. Ça, c'est aussi le lien avec le pied dehors, en fait. Et c'est cette position d'interface qui, bon, peut-être permet de revaloriser ce travail d'élus minoritaires. C'est un travail aussi de pédagogie qui met en compréhension pourquoi du jour au lendemain dans un conseil municipal ou dans un conseil intercommunal on se retrouve avec un dossier de 2000 pages à digérer et qu'il faut avoir des équipes derrière pour pouvoir renforcer un élu minot qui est à l'intérieur, et ça se joue avec le pied dehors. Donc c'était l'occasion de le rappeler, et je pense que je suis en train de glisser sur le temps. Je m'en vais conclure avec peut-être deux autres dernières petits exemples. Je voulais rappeler, que les collectifs en fait, qui n'ont pas gagné les élections du tout, qui ont peut-être des élus minots ou qui n'en ont pas, peuvent faire vraiment de belles choses sur leur territoire. Il y aura la chance d'avoir notamment l'exemple en fait du fournisseur associatif d'énergie renouvelable locale avec toutes les dimensions de démocratie énergétique pour ce qui a eu lieu à Énergie de Nantes, qui est assez fascinant. Et donc on vous invite et à lire leur ouvrage de démocratie énergétique et à venir en causer avec eux pour voir tout ce qui peut se déployer sur ces enjeux énergétiques. On a le travail qui nous a été rementionné tout à l'heure de l'archipel citoyen qui a à Toulouse en fait mené une convention citoyenne sur un projet de rocade et donc qui a permis de faire débat public depuis l'extérieur de l'institution municipale et sans une institution municipale qui veille à organiser ce débat démocratique sur des projets aussi structurants. Et enfin, je voulais rappeler que le pied dehors, c'est pas seulement une perspective électorale. En fait, là, on est réunis à la veille d'une échéance et d'un scrutin majeur de 2026, dans lequel il est beaucoup question d'élections municipales. Mais en fait, peut-être qu'un message, et un ultime message à dire, c'est qu'on peut reprendre du pouvoir partout pour le partager. On peut le reprendre depuis les institutions, et il y a besoin de défendre ce pouvoir à l'intérieur des institutions. Mais on peut aussi ne pas vouloir œuvrer dans le champ électoral ou institutionnel et résolument agir pour sa commune et son territoire depuis le pied dehors. On a des fabuleux exemples du syndicat de la montagne Limousine, d'un syndicat habitant qui est entre plusieurs communes d'un même territoire, qui sur les logements vacants, qui sur l'accueil des exilés, qui sur la protection des forêts, fait un travail collectif, communal, territorial et habitant vraiment éminemment puissant et qui nous inspire. Voilà. Je pense qu'on fait le mot de la fin. On n'aura pas le temps de... Ouais. Alors, on est en... on se dit qu'on laisserait bien 5 minutes d'interaction. Désolé, c'est court, on est sous contrainte. Après, on a 5 minutes pour clôturer. Ensuite, on a confiance en vous sur le fait qu'en 5 minutes, il faut qu'on puisse libérer les lieux pour libérer les agents. Je voudrais juste parler 2 secondes de minorité. Vous avez parlé de minorité de pensée, de vision, comme ça peut être difficile de sortir de tout plein de carcans et d'un pouvoir assez fort qu'on a. Et je voudrais juste rappeler que la pensée, en tout cas moi, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est quand même les pensées communalistes qui sont quand même assez anciennes et qui sont d'un terreau ultra minoritaire, ultra mal vu, qui sont les anarchistes, assez fréquemment. Donc je voudrais juste amener cette pensée pour que les gens ils commencent à réfléchir peut-être à la pensée forte qui a été amenée au départ et qui a été écrasée par un système capitaliste dominant et financier contre une pensée anarchiste. Voilà. Merci.
Christian Proust. Alors, moi, je suis un gars tout à fait à part, puisque j'ai le privilège, depuis 2018, d'aller observer des dizaines de listes participatives, et je ne vous raconterai pas ça, puisque j'ai envie de vous parler de 2026. Alors, j'ai écrit des bouquins sur la question, mais pas du tout dans l'esprit de l'analyse, plutôt du témoignage, puisque un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle ont été des personnes que j'ai pu torturer lors d'entretiens. 2026, vous allez avoir à faire une première difficulté, c'est de faire la différence avec vos concurrents. Et moi, je faisais partie d'une liste en 2014 participative. Nous faisions figure de naïfs, en tout cas de marginaux. En 2020, tout le monde voulait faire de la participation et de l'implication. En 2026, j'ai une sacrée nouvelle à vous annoncer. Redites, ça va être la même chose et il va falloir faire la différence. L'implication citoyenne, il faut vraiment se bagarrer contre les imposteurs. Et les imposteurs, c'est facile de les trouver, c'est ceux qui ne partagent pas le pouvoir. Je vous prends qu'un exemple, mais ça pourrait durer une heure. Le fameux budget participatif qu'un certain nombre de listes de droite ont voulu mettre en place pour faire de l'implication citoyenne, pour ne prendre qu'un exemple, et qui ne concerne pas que des listes de droite. Non, je suis désolé, mais quand il s'agit de mettre 10 000 balles sur la table, juste pour choisir un candidat, ça s'appelle plutôt un concours ou une loterie nationale. Pas du partage de pouvoir sur la gestion d'un budget. Donc, vraiment, je rebondis complètement sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ce qui va faire la différence, c'est votre attitude, c'est votre présence avant l'élection avec des méthodes, des pratiques politiques totalement différentes des autres. Et donc ce travail-là, vous savez, les gens, bien sûr, ça va les intéresser que vous parliez du stade ou que vous parliez de l'école, etc., etc., mais ce qui peut peut-être faire pencher la balance, en tout cas, c'est sûrement ce qui a fait pencher la balance d'un certain nombre de listes en 2020, ça a été l'attitude et la manière de vouloir gérer les affaires communales ensuite. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre une personne concernée qui aurait envie de partager son vécu et pas forcément expliquer aux autres toujours comment le faire, s'il vous plaît. Si on peut avoir une parole de femme notamment pour clôturer, ce serait top. Bon, moi je suis en train de passer 6 ans dans l'opposition. Et je dois dire que c'est extrêmement austère. On a réussi quelques coups réels, c'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'on a sauvé la médiathèque de notre ville. Et donc, il y a des choses qui en valent la peine. Et malheureusement, parce qu'il y a des agents ou des agentes municipaux et municipales qui en font partie, ce n'est pas toujours facile de communiquer sur ces succès, parce que c'est aussi les mettre en danger. Et donc, voilà. Ça fait partie, en fait, du rôle qu'on peut avoir en tant qu'élu minoritaire. On se proposait, pour conclure, alors, il y a 290 pages dans ce rapport. On aurait envie d'être bavard et d'en rajouter. On se dit là qu'on a oublié vraiment plein de choses qu'on voulait vous dire. Peut-être on se dit 3 mots de la fin et on vous libère tous et toutes. Ouais. Merci. Moi, je voudrais dire un mot sur un sujet qu'on a effleuré là et qui me semble hyper important, qu'on a développé dans toute une partie du rapport, c'est la question de la féministisation de la politique. Et on a un atelier demain à 11h avec une maire de commune participative à ce sujet. C'est se dire que c'est pas juste avoir plus de femmes, mais vraiment changer les manières de faire de la politique. Et on l'a un peu illustré là avec différents de vos témoignages aussi, c'est comment on prend en compte différemment tout le monde, comment on redonne une autre forme de légitimité à la politique et comment c'est pas toujours les plus forts dans les codes qui sont aujourd'hui les nôtres, assez oppressifs, qui ont la parole et qui décident pour nous. Et je pense qu'au vu du contexte
géopolitique globale, ça prend particulièrement sens de se recentrer au local sur ces enjeux-là et de redonner de la place à toutes les voix et d'œuvrer vraiment en ce sens. Comme l'a dit notamment Elisabeth, et vraiment les pratiques qu'on observe dans les listes et les communes participatives sont d'un renouveau dont on a vraiment besoin et qui œuvre. Et donc, on vous invite à aller encore plus loin dans la mesure de ce que vous pourrez, et de vraiment prendre toutes les expériences de ceux qui sont passés, de celles et ceux qui sont passés avant vous et qui ont eu l'humilité de se foirer parfois et de le reconnaître, ce qu'on ne voit pas en politique quand même, pour pouvoir aller plus loin et expérimenter au plus juste dans votre contexte local. Dans les petits éléments là, qu'on voulait vous partager, j'en ai quelques-uns, un peu des choses qu'on a conclues, mais je voulais les redire avant de dire mon point. Nous, ce que démontre ce rapport et ces 5 ans de mandat, c'est qu'on peut être habitant et que les mairies, elles ne s'écroulent pas, que c'est possible. Ça, c'est un premier point. Que faire de la politique autrement, c'est possible aussi. Que transformer, impacter le territoire sur l'alimentation, l'énergie et tout plein de choses, c'est possible, qu'il y a des marges de manœuvre. Que, en fait, le « c'est possible », on ne l'entend plus du tout et on voulait le rappeler là. Vous êtes 200 listes et que c'est plein de promesses pour 2026. Et peut-être moi j'avais juste à conclure un truc, peut-être en rapport à ce que disait Christian sur le contexte 2020-2026. Franchement, c'est dur de dire et de prévoir. Moi, je ne sais pas du tout vers quoi on va. Mais la sensation aussi que j'ai, c'est que 2020, on parlait de territoire d'expérimentation démocratique. Moi, j'ai l'impression que 2026, avec tout ce qu'on va affronter, c'est des villes et villages refuges qu'il nous faut. C'est des territoires en résistance et c'est des digues démocratiques. Et toutes les promesses de ce renouveau en pratique, en discours, en transformation, en politique publique, il est constitutif de ces villes et villages refuges. Donc voilà, c'est une incitation à ce que ces promesses, elles se concrétisent. Et au plaisir d'en discuter avec vous pendant ces 3-4 jours.